Tout de suite, j'ai pris l'habitude de consommer tous les jours, mais c'était que le soir au début. Après, j'ai commencé à me dire est-ce que je prendrais pas un petit verre en regardant la télé? Enfin, c'est devenu un cercle vicieux qui s'est introduit petit à petit dans mon quotidien. Je dirais que j'étais entre 5 et 15 bières par jour. J'ai grandi à la campagne. On a toujours vécu avec des règles assez strictes. On n'avait pas le droit à l'alcool, on n'avait pas le droit de faire la fête. Et c'est vrai que chez moi, c'était assez triste. Mes parents avaient des idées assez noires. Ils étaient vraiment dépressifs et ils avaient beau nous apporter les meilleures choses possibles. C'était difficile de vivre dans un climat familial où on grandissait avec toujours la peur d'avoir un parent qui pouvait se faire du mal. J'avais l'impression d'être dans un entre-deux où je devais m'occuper de mes parents et en même temps vivre mon enfance. Et c'était compliqué à vivre. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu poussée à grandir assez vite et à vouloir expérimenter des choses très rapidement. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai déménagé à Lille pour mes études de cinéma. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le fait de vivre seule et de découvrir un petit peu les soirées étudiantes et tout ce qui va avec, les sorties, les amis. Avant de vivre à Lille, j'avais jamais bu d'alcool, j'étais pas du tout dans ça. Un été, j'ai été au Festival de Cannes parce que j'étais en études de cinéma, donc forcément, j'avais accès à des événements comme celui-ci. On était sortis avec des copains et on avait bu de l'alcool dans un bar, vraiment beaucoup d'alcool. Je me souviens, c'était de la tequila même. Et c'est là que j'ai commencé à prendre goût au fait de ressentir des choses un peu différentes de ce que je ressentais d'habitude. Je sortais complètement de ma zone de confort et c'est là que je me suis dit que j'adorais ça en fait et que je voulais absolument recommencer. Ça m'aidait à évacuer un petit peu tous les problèmes que j'avais à côté, mais en même temps, je savais que c'était mauvais pour moi et je savais que ça allait m'enterrer six pieds sous terre en fait. J'avais totalement conscience que en faisant ça, ça allait me détruire. Et ensuite, je suis restée chez mes parents pendant 2 mois et ensuite, je suis retournée à Lille. Et c'était en septembre, donc qui dit septembre dit les soirées étudiantes. Et du coup, j'ai enchaîné tous les jours les soirées étudiantes. Tout de suite, j'ai pris l'habitude de consommer tous les jours. Mais c'était que le soir au début. Et après, j'ai commencé à me dire, mais si je buvais pas un petit verre pour m'aider à peindre, est-ce que je prendrais pas un petit verre en regardant la télé? Enfin, c'est devenu un cercle vicieux qui s'est introduit petit à petit dans mon quotidien. Je dirais que j'étais entre 5 et 15 bières par jour. Sur le moment, j'ai l'impression que de faire ça, ça fonctionnait, que ça m'aidait à être plus créative, à me sentir mieux. Mais en fait, petit à petit, j'ai commencé à ressentir beaucoup de fatigue. La nuit, je dormais mal, j'avais beaucoup de sueur. La nuit, je pouvais pas boire d'alcool, donc forcément mon corps, il me disait, il me manque quelque chose. Du coup, j'ai commencé à sentir des effets un peu bizarres et du coup, je buvais plus d'alcool pour pouvoir combler ces effets-là et c'était un petit peu un cercle vicieux. Du coup, quand j'ai commencé à tomber dans ce cercle vicieux des consommations d'alcool, j'ai très vite lâché les cours et du coup j'ai pas du tout validé mes 2 dernières années. Mes parents étaient quand même à 500 km de moi, donc en fait ils savaient pas du tout ce qui se passait, mais mes amis s'en rendaient compte quand même petit à petit parce que mon physique commençait à changer. Pour pouvoir m'acheter de l'alcool et m'acheter plein d'autres consommations à côté, je ne mangeais plus du tout, donc forcément j'ai perdu du poids à vue d'œil. Je commençais à avoir beaucoup de cernes parce que je dormais plus du tout. En fait, je sortais tout le temps, je consommais tout le temps et j'ai commencé à perdre aussi beaucoup de cheveux. J'ai beaucoup menti pour cacher la vérité, notamment à mes parents, mais aussi à mes amis. Je mentais sur le fait que j'avais bu, par exemple, je leur faisais croire que j'avais pas bu, ou alors ça m'est déjà arrivé de voler des bouteilles à des amis et je disais que c'était pas moi. En octobre 2021, j'ai rencontré un garçon. La première fois qu'on s'est abordé, c'était
parce qu'il pensait que je lui avais volé sa bière et du coup on s'est embrouillé et on a commencé à se parler et il est devenu mon premier amour. Et il faut savoir que cet homme était alcoolique et accro aux médicaments et en fait on a commencé à prendre l'habitude à consommer ensemble. On consommait tout le temps et c'était quelque chose de complètement normal pour nous et ça a été un petit peu ma descente aux enfers. Cette relation, ça m'a beaucoup éloignée de tout le monde, déjà parce qu'il m'éloignait de mes amis, il me faisait croire que c'était des personnes mauvaises pour moi. Je me suis complètement renfermée dans la relation et j'ai commencé à me dire qu'en fait la seule personne qui me voulait du bien c'était lui, alors que lui il voulait qu'une chose, c'était m'enfoncer encore plus profondément. Un jour j'ai décidé de m'orienter vers le cannabis parce qu'en fait l'alcool c'était plus assez fort pour moi, ça devenait quelque chose d'assez banal. Du coup je me suis dit pourquoi pas commencer à tenter quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que mon ex-copain, lui qui était un ancien fumeur, il m'a dit oui, vas-y, moi je vais te rouler tes joints, on va se mettre dans ta chambre, on va se poser, tu vas fumer, on va discuter. Et ça a un petit peu commencé comme ça. Et ensuite, on a commencé à consommer des médicaments. Et je combinais alcool, joints, médicaments. Et je les avais légalement puisque j'étais suivie par un psychiatre qui m'en prescrivait. Ça te calme d'un coup et t'as plus d'angoisse, tu te sens plus épié, tu te sens beaucoup mieux, sauf qu'en fait, plus j'en consommais, moins je ressentais les effets, donc j'en consommais encore plus, et après je ressentais plus d'effets du tout. Je me souviens même que mon ex-copain, à chaque fois que je commençais à fumer un joint, il me disait « Non mais prends un anxiolytique, comme ça t'es sûr que tu vas pas faire de bad ». Et du coup, il me donnait même des astuces, il me disait « Faut que tu restes debout pour que l'anxiolytique il fasse effet plus vite ». Enfin, il avait plein de petites astuces comme ça. Je lui faisais confiance aveuglément. J'étais totalement amoureuse de lui et je me disais tout ce qu'il me dit, il le sait, donc forcément c'est vrai. Et forcément, il ne pourra rien m'arriver puisqu'il est avec moi. Du coup, en octobre 2022, à ce moment-là, j'ai 20 ans et je commence un peu à me rendre compte que ça va plus du tout avec mon ex-copain. Il était devenu violent avec moi. En plus, on avait emménagé ensemble, donc c'était vraiment anxiogène. Et je recommence à ressortir avec mes amis. Et mes amis me font découvrir les soirées tech. Et de là, on me propose de prendre un TAS, donc de la MDMA. Et moi je dis oui tout de suite parce que l'alcool ça me faisait plus grand chose, le cannabis ça me faisait plus grand chose. En fait je voulais explorer mes limites et je voulais voir jusqu'à quel point je pouvais me détruire en fait. Je me suis sentie tellement bien, j'avais de l'euphorie, je voulais faire des câlins à tout le monde, je voulais passer ma soirée à danser, en fait je me sentais invincible. Quand je me retrouvais à être sobre, c'était horrible. Je ressentais du manque, je ressentais de la tristesse, mais j'avais vraiment l'impression d'être vide de toute émotion. Plusieurs fois je suis passée à l'acte, plusieurs fois j'ai eu envie de passer à l'acte et j'avais qu'une envie, c'était de mourir quand j'étais sobre. Une fois je me suis retrouvée chez un garçon parce qu'on devait consommer de la kétamine et ce garçon m'a violée chez lui. J'ai terminé le dos en sang et j'ai dû attendre le lendemain matin pour pouvoir prendre le premier train. Donc j'étais avec mon agresseur dans la même pièce pendant toute la nuit. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que en fait, j'étais prête à n'importe quoi pour pouvoir consommer. Toutes mes consommations passaient avant tout le monde et du coup je perdais tous mes amis, je perdais tous mes meilleurs amis, mes colocataires, etc. J'avais plus grand monde autour de moi, les gens ne me comprenaient plus. Même les personnes qui m'avaient enfoncée dans la drogue dure me rejetaient parce que je commençais à trop consommer. Et du coup, je me suis un petit peu retrouvée seule au monde, seule avec mes idées, seule avec tous mes problèmes. J'ai été hospitalisée régulièrement parce que déjà, je faisais des tentatives de suicide et aussi, je faisais des genre de cures de désintoxication. C'était pas vraiment des cures parce que c'était pas dans des centres spécialisés, mais c'était dans des hôpitaux psychiatriques. Donc c'était des temps d'adaptation pour pouvoir m'aider à sortir de la consommation. Après
je ne sais pas combienième d'hospitalisation, mes parents ont pris la décision de me ramener à Dijon. Vu que j'habite à la campagne, j'ai été complètement coupée de tout type de consommation, sauf de médicaments, puisque j'avais toujours un suivi psychiatrique. 4-5 mois après, on m'a reproposé de fumer un joint, ce que je n'aurais pas dû faire parce que je savais forcément que j'allais retomber dedans. Et j'ai refumé un joint et tout de suite j'ai racheté. Et j'ai recommencé à retomber dedans. J'ai eu à nouveau des hospitalisations en septembre 2023. Mes parents savaient que j'étais hospitalisée. Ils ne savaient pas vraiment pourquoi encore, même s'ils se doutaient un petit peu. Et vers fin 2023, c'est là du coup que j'ai recommencé à consommer de la kétamine avec le fameux garçon qui m'avait vu dans son appartement. En fait, c'était un moyen pour moi de me dire que j'allais reconsommer de la kétamine et du coup, j'y avais été un petit peu aveuglément. Et c'est là que j'ai recommencé à retomber dedans, notamment parce que j'ai commencé à refréquenter les soirées techno et les soirées dub. C'est un milieu où on en trouve beaucoup. Vraiment, tu demandes à n'importe qui, t'en as tout le temps. Quand j'étais chez mes parents, je consommais pas trop la journée. J'essayais de faire attention. Et du coup, je consommais... En fait, je m'enfermais dans la salle de bain. Je faisais croire que j'allais prendre un bain. Donc tous les soirs, je prenais un bain. Et je mettais de la musique très très fort. Et il fallait que je descende manger avec mes parents genre 2-3 heures après. Et j'étais encore sous l'effet de la kétamine. Et mes parents n'y voyaient rien du tout. En fait, j'arrivais à jouer un jeu. Je rentrais complètement dans mon rôle et je faisais comme si de rien n'était. Pour eux, c'était impossible que je puisse consommer quoi que ce soit. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils sont encore dans le déni sur ce que j'ai pu consommer. Pour eux, ça s'est forcément arrêté à l'alcool et au joint. Je pense qu'ils veulent même pas s'imaginer que j'ai pu me mettre des choses dans le nez ou quoi que ce soit. Alors moi, le fameux déclic, il a eu lieu en 2024. J'avais rendez-vous avec ma psychologue en semaine et j'avais pris de la kétamine dès mon réveil, donc dès 8h du matin. Et tout de suite, quand je suis arrivée, je lui ai dit j'ai pris de la kétamine. Et là, elle est un petit peu sortie de ses gonds parce qu'elle m'apprécie beaucoup, elle tient beaucoup à moi et elle m'a dit Bénédicte, vous êtes en train de vous détruire, vous êtes en train de vous mettre en danger. Et elle m'a fait une leçon de morale. C'était pas agréable à entendre, mais c'est ce qu'il fallait que j'entende. Et ça a été un petit peu mon déclic parce que quand je suis ressortie du rendez-vous et que j'ai été dans ma voiture, je me suis dit mais là je suis en train de faire des conneries. Enfin, il faut que j'arrête et il faut que ça change. En fait, j'avais besoin que quelqu'un mette les mots sur ce que je ressentais. Alors mon chemin vers la guérison, il va commencer notamment parce que j'ai commencé à me rapprocher de la religion. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'a permis de me sortir un petit peu, de retrouver quelque chose qui m'animait. Et aussi le fait d'écrire. J'ai beaucoup écrit des poèmes et j'ai réussi à poser des mots sur ce que je ressentais, sur ce que j'avais à l'intérieur de moi. En fait, j'ai un petit peu retracé mon histoire en écrivant mes poèmes et du coup, ça m'a permis de comprendre un petit peu les mécanismes, mon fonctionnement, sur le pourquoi je consommais, sur le pourquoi je voulais me détruire comme ça. Et du coup, ça m'a aidé un petit peu à avancer petit à petit. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à arrêter. Ça s'est pas fait d'un coup, en fait. Ça se fait encore par fraction. Et ça arrive de rechuter, mais c'est tellement moins puissant qu'avant que c'est comme ça que je vois que j'avance. Je ne ressens plus vraiment de manque. J'arrive à passer mes journées sans forcément penser à consommer, même s'il y a toujours des moments de craving, donc c'est des moments où tu as une envie insoutenable de consommer qui monte d'un coup et dans ces moments-là, tu es prêt à faire n'importe quoi pour consommer. Ça m'arrive aussi encore de rechuter de temps en temps, mais c'est plus du tout aussi important qu'avant. Et je pense honnêtement me dire que je m'en suis à peu près sortie. J'ai trouvé un travail, je travaille dans un supermarché, c'est pas le métier de mes rêves, mais j'arrive à retrouver un certain ancrage. J'arrive à retrouver aussi mes amis que j'avais un petit peu perdus. Ce qui est important, c'est de
tirer un trait sur le passé et d'apprendre à connaître la personne qu'on est aujourd'hui, parce qu'il y a un tas de choses qui changent sur qui on est et on n'est plus forcément la personne qu'on était avant, et du coup il faut aller un petit peu dans une quête identitaire et apprendre à connaître qui on est maintenant.